Maintenant, on dit TCP establishes and terminates connections between the endpoints, whereas UDP does not. Donc, UDP n'a pas le concept de session establishment and termination. Donc, voilà pourquoi il y a des concepts, deux concepts que vous devez comprendre. Et c'est ce que les concepts considèrent comme des key topics. Connection-oriented protocol, a protocol that requires an exchange of messages before the data transfer begins, and that has a required pre-established correlation between the two endpoints. Les protocoles qui sont considérés comme connection-oriented, c'est simplement des protocoles qui exigent le début l'ouverture de la session, avant que les data ne commencent à circuler entre les deux équipements. TCP est un Connection Oriented Protocol parce que il exige dans son mécanisme, il y a le three-way handshake. Donc, ces messages qui sont échangés pour ouvrir la session. Et une fois que la communication prend fin, il y a le TCP Connection Termination. Connectionless Protocol, a protocol that does not require an exchange of messages and that does not require a pre-established correlation between the two endpoints. En d'autres termes, UDP, les messages peuvent commencer à circuler sans qu'il y ait l'ouverture de la session. Ça voilà pourquoi UDP est considéré comme un connectionless protocol. Il n'y a pas d'ouverture et de fermeture de session. Les data commencent à circuler dès que possible. Recovery and reliability. Un autre élément de TCP uniquement. TCP provides for reliable data transfer, which is also called reliability or error recovery depending on what document you read. TCP numbers data bytes using the sequence and acknowledgement fields in the TCP header. Donc, TCP offre également la correction des erreurs et la fiabilité. Et cela se fait au travers des numéros de séquence qui sont attribués à chaque frame ou encore à chaque segment, puisque nous sommes à la 4e couche. Ce que nous pouvons voir ici, c'est que nous avons le client qui envoie 3 séquences. Ok, chaque séquence fait 1000 bytes et il numérote chaque séquence. La première séquence numéro 1000, deuxième séquence numéro 2000, troisième séquence numéro 3000. À la fin, après que le serveur reçoit les 3 séquences, il dit ok, j'ai reçu les 3000 bytes, send ACK. Donc il envoie un acknowledgement, il accuse la réception en disant 4000. En d'autres termes, il veut dire en disant 4000, il veut dire que j'ai reçu 1000, 2000, 3000, je suis prêt à recevoir ce qui suit. Et ce mécanisme est appelé forward acknowledgement. Ça veut dire qu'il accuse réception par avance. Ce que le serveur veut dire est écrit ici. I received all data with sequence numbers up through 1 less than 4000. So I'm ready to receive your byte 4000 next. Il dit, j'ai reçu les séquences de 1000 à 3000. Je suis prêt à recevoir la séquence 4000. Et ce mécanisme est appelé forward, c'est-à-dire j'accuse réception par avance, en quelque sorte. Hein. Forward, c'est par avance. Et ça, nous avons déjà vu ceci plus ou moins. Mais notons que lorsqu'un équipement accuse la réception des messages, il n'y a rien qui garantit la correction des erreurs. Donc,
Qu'est-ce qui permet de corriger les erreurs? TCP use the sequence and acknowledgement field so that receiving host can notice lost data, ask the sending host to resend, and then acknowledge that resent data arrived. Donc, ce qui permet de corriger les erreurs, ce sont les numéros de séquence et les acknowledgement fields. En d'autres termes, pour le web server, il va dire j'ai reçu 1000 à 1999, j'ai reçu 3000 à 3099. Est-ce que tu peux m'envoyer le 2000? Ok, parce qu'ici le 2000 est perdu. Ok, on nous montre ici un signe que les 2000 sont perdus. En fait, je n'ai pas reçu la séquence 2000, j'ai reçu la séquence 1000, j'ai reçu la séquence 3000, mais je n'ai pas reçu la séquence 2000. Oh, le PC qui transmet va se rendre compte, oh, il a perdu la séquence 2000, resent it. Et le PC va retransmettre la séquence 2000 et le serveur va maintenant dire, ok, j'ai reçu jusqu'à 3000, il me manque 4000. Toujours dans le même sens que accuser la réception par avance. Donc ça, c'est ce qui permet de corriger les erreurs. Flow control. Le flow control, c'est un autre élément, un autre caractéristique de TCP. TCP implements flow control by using window concept that is applied to the amount of data that can be outstanding and awaiting acknowledgement at any point in time. Pour faire simple, ce que le windowing fait, c'est que ça indique à l'équipement qui transmet quelle est la quantité qu'il peut envoyer à un instant T. Ok? Donc, je peux te stopper, je peux augmenter la taille, je peux réduire la taille. Donc, voilà pourquoi on appelle ça le windowing. C'est pour contrôler le flow. Je ne veux pas être saturé. Si je reçois trop de choses, je peux te demander d'envoyer un peu. Ok, envoie-moi d'abord 3000. Une fois que je reçois les 3000, si je peux recevoir encore 3000, je te demande d'envoyer encore 3000. Si j'ai beaucoup d'espace, je te demande, ok, envoie-moi 5000, et ainsi de suite. Mais c'est tel que vous voyez, c'est vraiment pas pour nous, ça peut être un peu trop théorique, mais ceux qui font les applications, pour eux, c'est très important. La rapidité. Est-ce que mon application, les gens se plaignent que c'est lent? C'est là où ils doivent comprendre comment est-ce que ces protocoles de transport fonctionnent. Donc, UDP, on nous dit que UDP est connectionless, donc il n'y a pas d'ouverture de session. N'offre pas de fiabilité, pas de windowing, donc ne contrôle pas la taille qui peut être envoyée, ne réorganise pas les paquets, no reordering of the received data, and no segmentation of large chunks of data into a right side of transmission. Par exemple, pour le cas du voice over IP, si on perd un paquet, ok, supposons que j'envoie un premier paquet, deuxième paquet, troisième paquet, quatrième paquet. Ce paquet est perdu. Je reçois ce paquet, ce deuxième paquet, ce troisième paquet. Pendant que je suis en train de parler, je continue à envoyer. Mais supposons que tu dois me renvoyer ce paquet. Il viendra. Donc, disons que 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas si le paquet 2 contient le bonjour. Ok. Supposons que ça contient le bonjour. Et que tu me le retransmettes. Quand je vais recevoir, j'étais déjà en train de parler d'autres choses. Le bonjour arrive. Et c'est ce qu'on dit.
intelligible. C'est-à-dire, la voix deviendra, on ne va plus comprendre ce que la personne dit. Puisque les paquets vont commencer à arriver, les paquets récupérés vont arriver au moment où on parle d'autre chose. C'est un peu comme ça que moi je comprends ça. Ok? Parce que le paquet qui est perdu, il va arriver à un moment où je suis peut-être au 10e paquet. Et le 10e paquet parle d'autre chose. Donc, ça va rendre la communication bizarre, en fait. La communication n'aura pas de sens. Et UDP, nous avons vu autre chose ici. However, the UDP has 8 bytes. Ok, la taille maximale du UDP est de 8 bytes. Et pour TCP, c'est 20 bytes. Ok, donc ça aussi, ça réduit la taille du message qu'on peut mettre dans un paquet. Maintenant, les applications. Ici, on donne l'exemple du comment est-ce que fonctionne le World Wide Web. Nous connaissons ce à quoi ça sert. Le plus important ici à noter, Uniform Resource Identifier, c'est simplement le concept qui fait référence au lien. Nous appelons ça le lien, ok? En termes techniques, on appelle ça le Uniform Resource Identifiers. Il y a un autre concept, Universal Resource Locator, ou encore Uniform Resource Locator, URL. Vous allez beaucoup voir le concept de URL. Maintenant, qu'est-ce que cela contient? En termes techniques, un Uniform Resource Identifier ou encore Uniform Resource Locator ou encore Universal Resource Locator. En fait, les deux sont abrégés de la même façon. Tout ceci, c'est ce que nous avons ici. Là. Ok? Le lien a 3 éléments principaux. C'est ce qu'on nous dit ici. Le protocole HTTP. Nous pouvons aussi voir HTTPS, c'est simplement ce que nous avons vu. C'est parce qu'il y aura la sécurité qui sera ajoutée. Après, nous avons le nom du serveur. Lorsque nous voyons www.cisco.com, par exemple, ça c'est le nom du serveur. Techniquement, c'est le nom du serveur. Donc, voilà pourquoi ici on dit server's name, le nom du serveur. Ce qui vient après, /blog, c'est la page. Par exemple, ici on veut visiter le blog page, web page. Donc, ça c'est un peu les éléments que nous trouvons dans un URI, dans un Uniform Resource Identifier. Ou encore Universal Resource Locator ou encore Uniform Resource Locator. Donc ça c'est les noms que nous allons trouver. Après, le plus important ici c'est ce qui se passe avant d'accéder. Finding the web server using DNS. Nous savons que nous allons saisir le nom, mais les équipements n'utilisent pas les noms. Ici, nous avons encore un résumé qui topique. OK. Le PC qui est client à cette adresse IP veut accéder à ce serveur qui est en bas. Mais la première étape sera de contacter un serveur DNS. Le serveur DNS, nous allons lui dire que nous voulons visiter www.cisco.com /go/learning network. Le serveur DNS va nous répondre avec l'adresse IP du dit serveur, ok, de ce serveur. Et puis, la deuxième étape sera d'établir la connexion TCP avec le serveur web. Ça, ce sont des étapes qui sont très simples. Là où c'est un peu plus important à notre niveau, c'est au niveau de renforcer le concept de Recursive DNS Server. Qu'est-ce que cela veut dire?
qu'est-ce qui va se passer lorsque le serveur DNS ne connaît pas là où se trouve le serveur? Attendez, excusez. Faut mieux le dire. However, host can cache the result of DNS request so that for a time, the client does not need to ask the DNS to resolve the name. Alors, le DNS cache, parlons d'abord du DNS cache. C'est un élément très important. Excusez. Le DNS cache, c'est simplement comme une réserve. Ok? DNS cache. Supposons que je viens de visiter Google. Ok? Pendant un moment, la traduction, ok, du nom en adresse IP va rester pendant un moment dans mon cache, ce qu'on appelle le DNS cache. Je vais conserver ça de telle sorte que si pendant la durée de cache, ok, on peut me dire que tu peux conserver cette traduction pendant 1 heure. Si dans les 30 minutes qui suivent, je veux encore visiter Google, il n'y aura plus de résolution DNS parce que j'ai déjà cache cette adresse IP. J'ai déjà cette adresse IP dans ma réserve. Nous n'allons pas partir dans les détails comment ça se passe, mais je pense que techniquement, le serveur DNS, lorsqu'il répond, il a en dehors de l'adresse IP, il nous donne certains paramètres, pendant combien de temps nous pouvons garder cette information, ainsi de suite. Bref. Donc ça, c'est le DNS cache. Maintenant, ici on dit, where the local DNS does not know the address associated with a host name, it needs to ask for help. Le local DNS, c'est quoi? Je donne un exemple ici. Là. Qui est très simple d'ailleurs. Si je vais à CMD, excusez, on va bientôt finir. Ça, c'est mon PC réel, ipconfig, all. Remarquez que dans mes paramètres IP, le wireless LAN, je suis en train d'utiliser le Wi-Fi. Il y a des serveurs DNS. Vous allez tout de suite remarquer que ce serveur DNS fait partie d'un réseau privé. Ok, ça c'est la classe C privé. Et ça fait partie de... C'est ma passerelle par défaut. Ça c'est mon adresse IP, IPv4. En d'autres termes, ce serveur DNS est local. Ok, ce serveur DNS est local. Connection specific DNS suffix, c'est AT&T LocalNet. Ok, donc c'est le serveur DNS de mon fournisseur d'accès Internet. Donc, lorsque j'ai besoin de me connecter à un serveur, c'est ce serveur DNS qui va me donner l'information. Mais ce serveur DNS, rassurez-vous, ne peut pas avoir toutes les informations, tous les DNS records. On va lui donner peut-être les plus importants, les sites que les gens visitent plus, mais imaginons qu'il n'aura pas peut-être un record, parce qu'une entrée DNS, on appelle ça un record. Ce serveur DNS n'aura certainement pas une entrée, par exemple, pour la semaine africaine. .com. DNS n'aura pas systématiquement toutes les entrées auxquelles le serveur DNS est indiqué. Donc, que doit faire ce serveur pour retrouver les informations, les traductions qu'il n'a pas dans sa base de données? C'est là où intervient le concept de recursive. Qu'est-ce qu'on dit? The enterprise DNS acts as a recursive DNS server, sending repeated DNS messages in an effort to identify the
Authoritative DNS Server. Je pense qu'on a eu cette conversation il y a 1 ou 2 semaines avec l'ancien. C'est simplement, ça se résume en ceci. Nous envoyons, je suis le client, j'envoie, tu es mon serveur DNS, configuré comme mon serveur DNS, c'est toi qui es mon serveur DNS, ok? J'envoie ma demande, je veux visiter par exemple la semaine africaine. Si ce serveur DNS n'a pas cette information, il va contacter ce qu'on appelle le route DNS. Le route DNS va lui dire, ok, pour ce nom, tu dois contacter ce qu'on appelle le top level domain, le TLD. Il reçoit cette information, il contacte le TLD DNS. Le TLD va lui dire, ok, pour retrouver ce nom, tu dois contacter tel serveur. C'est ce qu'on appelle le authoritative. Et je pense que lors de cette conversation, c'est là où nous avons vu qu'il y avait un serveur appelé local ou quelque chose comme ça, un autre serveur appelé authoritative. Authoritative, c'est là où il y a le record. C'est là où est enregistrée l'information que le serveur cherche. Et une fois que le serveur va contacter le authoritative, il va nous dire, ok, j'ai retrouvé l'adresse IP qui correspond à la semaine africaine. Je vous assure que tous ces éléments, nous voulons le comprendre, c'était que j'ai dit dans le fonctionnement général, mais pas dans les détails. Parce que DNS, je vous rassure que c'est un domaine où on a besoin des spécialistes. Les gens négligent ça parce que c'est pas vraiment, on ne voit pas ce qui se fait, c'est vraiment abstrait, mais rassurez-vous qu'en entreprise, on a besoin des spécialistes de DNS. Plutôt plus chez les fournisseurs d'accès, parce que les sociétés n'ont vraiment pas besoin d'avoir des spécialistes, parce que c'est généralement quelque chose que le fournisseur d'accès Internet offre. Donc, le fait que le serveur DNS consulte tous ces serveurs, c'est ce qu'on appelle par le recursive DNS query. Donc, si vous partez sur Google, vous pouvez faire DNS recursive lookup. Ok? C'est le fait que recursive lookup is where the DNS server communicates with several other DNS servers to hunt down pour rechercher une adresse IP. Donc le fait il a contacté le route. Le route lui dit contacte le top level domain. Le top level domain lui dit contacte le authoritative. Tout ce flow est appelé recursive DNS ou encore recursive DNS lookup. Donc je suis en train de chercher le serveur qui va me donner la réponse. Donc ça c'est un peu bon. Et HTTP, nous connaissons comment ça fonctionne. C'est des messages simples get, et si la réponse est positive, c'est OK. Et dans un serveur, nous avons des objets. OK. Ce sont des pages. Une page peut avoir des photos, des vidéos. Prenons l'exemple. Nous venons d'ouvrir RFI. Si nous réouvrons RFI par exemple, RFI.fr. Oh, comment ça tu as bloqué mon site, mon frère? RFI.fr. Ok. Cette page par exemple contient cette photo. Et quelque part nous pourrons voir une vidéo. Ok. Tous ces éléments, nous avons ouvert la page principale. Mais pour que le serveur nous donne cette page principale, il y a des objets. Il y a la vidéo. Dans le serveur web, il y aura la vidéo est quelque part, la photo est quelque part, toutes ces photos. Donc, lorsque nous faisons cette recherche, il y a ce qu'on appelle la recherche des objets, et puis voilà. Donc, c'est ce que nous voyons ici, là. C'est le concept d'objet dans un serveur web.
excusez, où est-ce que j'étais? Voilà. Donc on dit, most web servers contain text as a well, excusez, text as well as several graphical images, animated advertisements, and possibly voice and video. Each of these components is stored as a different object on the server. Donc chacun de ces components est enregistré dans le serveur web comme un objet différent. Maintenant, on nous dit to get them all, the web browser gets the first file. Donc, pour retrouver tous ces objets, le serveur web va d'abord retrouver le premier fichier. This file can and typically does include references. Donc, cet objet aura des références aux autres, plutôt cette page principale aura des références aux autres objets qui sont dans le même serveur web. Et c'est ce qui permet qu'il y ait le regroupement de toutes ces informations. On nous donne l'exemple ici, là, où nous voulons visiter cette page. Cette page a un logo, ok? Une publicité. On peut avoir une vidéo. Donc, la page que nous visitons aura des références. Et il y aura plusieurs get. Get pour le logo, get pour la photo, get pour ceci, et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous puissions avoir toute la page affichée devant notre PC. Maintenant, comment est-ce que l'équipement qui reçoit identifie l'application correcte? La bonne application. Ok? As an example, consider host A shown on the left side. The host happens to have 3 different web browser opens. Donc nous avons 3 fenêtres. Ok? 3 fenêtres sur Mozilla. La fenêtre 1, fenêtre 2, fenêtre 3. Chaque fenêtre nous permet par exemple de visiter un site différent et chaque fenêtre aura le protocole de transport et un numéro de port. Et nous avons également Gmail. Il y aura le protocole de transport et le port. Nous avons WhatsApp. Excusez, nous avons également WhatsApp par exemple. Nous aurons le protocole de transport et le numéro de port. Comment est-ce que le serveur, ok, comment est-ce que l'équipement qui reçoit identifie les applications? Alors, the host happens to have 3, okay. Host A has also an email client, a chat window open, both of which use TCP. Both the email and the chat applications use a unique TCP port number on host A as shown below. Donc c'est ce que nous voyons ici. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Before receiving, a receiving host can even examine the TCP or UDP header and find the destination port field. It must first process the outer headers in the message. Donc, en d'autres termes, avant d'ouvrir le TCP header, nous allons passer par ce qu'on appelle le déencapsulation. Je vais d'abord enlever le Ethernet et le trailer. Je vais enlever le IP header et puis je vais me retrouver avec le TCP header. Ok? If the incoming message is an Ethernet frame that encapsulates an IP, for the headers look like the details. Donc c'est ce que nous voyons ici. The receiving host needs to look at multiple fields, one per header. Et c'est ce que nous avons également vu un peu dans la capture, ok? Nous avons, avant d'arriver au TCP, nous avons le frame, nous avons Ethernet 2, je ferme, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Nous avons le IP et nous avons le TCP. Et à l'intérieur du TCP, nous voyons qu'il y a tout ceci. Donc, the receiving host needs to look at multiple fields.
one per header to identify the next header or field in the received message. For instance, host A uses an Ethernet NIC to connect to the network. So the received message is an Ethernet frame. The Ethernet type field identifies the type of header that follows the Ethernet header. In this case, with a value of X 0800 and IPv4. Nous savons que ça c'est le header type. Nous avons parlé de header type. The IPv4 header has a similar field called the IP protocol field. Donc à l'intérieur du IP protocol, il y a un élément qui identifie également le next. The IPv4 protocol field has a standard list of values that identify the next header. With decimal 6 used for TCP, decimal 17 used for UDP. Alors ça c'est très important de noter, ok? Je n'avais pas surligné ça. À l'intérieur du IP header, ok? Si c'est 6, attendez, je vais retrouver, je ne sais pas si dans le IP packet. Ok, voilà, nous avons ça ici. T6, c'est TCP. 17, c'est UDP. Ok? Si c'est 1, c'est ICMP. Si c'est 2, c'est IGMP. Si c'est 9, c'est IGRP. Si c'est 49, c'est GRE, c'est pour Generic Routing Encapsulation. C'est quelque chose qui est utilisé pour encapsuler des paquets dans le cadre de la sécurité. ESP, je pense que c'est toujours pour la sécurité. AH, c'est pour la sécurité. 88 EIGRP, 89 OSPF, 115 Layer 2 Channel Protocol. Donc ça se retrouve ici là. Ok, j'ai donné tout ceci pour qu'on comprenne que dans le champ protocole du IPv4 header, on peut avoir d'autres types de protocoles autres que TCP et UDP. On peut avoir ICMP. Lorsque c'est on sait que c'est un ICMP. C'est un message pour tester. Nous savons à quoi sert ICMP. C'est pour le ping, le traceroute. Ça peut être IGMP. IGMP, c'est pour Internet Group Message Protocol. C'est un protocole qui fait le multicast. Ça peut être TCP. Ce que nous sommes en train de voir, ça peut être IGRP. On n'utilise plus ça pratiquement. Ça peut être UDP. Ok. Ce que nous sommes en train de voir, ça peut être GRE, ESP, EH. 88 EIGRP, 89 OSPF. Donc, le numéro qui est là va identifier ce que transporte le paquet. Est-ce que c'est un paquet qui contient un message de OSPF? Est-ce que c'est un paquet qui contient le message de EIGRP? Est-ce que c'est un paquet qui contient un message de TCP? Donc, ça signale ce qui est dans le paquet. Maintenant, si nous revenons ici, in this case, the value 6 identifies TCP, the TCP header that follows the IPv4 header. Once the received host realizes a TCP header exists, it can process the destination port field to determine which local application process should receive data. Donc ici, pour ce PC, lorsque j'ai, par exemple, ces sessions, j'ai combien de fenêtres dans ce Mozilla? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que si vous avancez un peu, vous pourrez savoir quels sont les ports utilisés par chacune de ces fenêtres. Donc, lorsque le paquet arrive dans ma carte Wi-Fi, le numéro de port correspondant à chaque fenêtre va permettre à mon PC de savoir que ce paquet est destiné à la fenêtre How a Firewall Works. Ce paquet est destiné à la fenêtre RFI. J'ai WhatsApp, il y a un port, il y a les messages qui arrivent sur WhatsApp seront aussi identifiés, ainsi de suite. C'est ainsi qu'un PC identifie, ou en fait un équipement identifie à quelle application il doit livrer
les data qu'il reçoit. Maintenant, on peut se dire pourquoi est-ce que Cisco a mis tout ceci dans la partie qui concerne les access lists. Pourquoi? Parce que les access lists peuvent nous permettre de bloquer de façon spécifique une application. L'application générale des access lists, ok, c'est pour conclure. Nous disons généralement que c'est pour bloquer les adresses IP, ok? C'est pour bloquer les adresses IP, par exemple 10, 10, 10, 10. Ok? C'est correct. Mais à un niveau très avancé, on peut vraiment être très spécifique. On va juste jeter un coup d'œil ici, là, et mettre fin à la session. Excusez. On peut vraiment, remarquer, venir ici bloquer un numéro de port, de telle sorte que tous les datas qui sont destinés à un port spécifique ne puissent pas passer. On peut même bloquer le protocole de façon spécifique. Donc, si on descend ici, là, vous voyez que ces access lists sont très spécifiques. Cet access list, on nous dit access list deny TCP host. On a précisé le protocole de transport, la source, la destination, equal FTP. Je veux bloquer FTP. Ici, je veux bloquer le 3W. Il y a même des endroits où vous pouvez... En fait, ça devient très spécifique lorsqu'on veut faire les Advanced Access List. C'est la raison pour laquelle ce chapitre a commencé par une revue des protocoles et des applications.